J'entends parfois certains collègues qui parlent du client interne. Moi, je ne supporte pas cette expression. Pour moi, il n'y a pas de client interne, il y a un seul et vrai client. Il y a une tendance dans le leadership actuel de confondre clarté et structure avec contrôle. Le rôle de leader, c'est quelque part un rôle à temps plein. Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Joël Helbig, Chief People and Culture Officer chez Securex. Securex est le partenaire par excellence en matière d'entrepreneuriat et d'emploi. Il offre des services larges et intégrés aux entreprises, de l'administration du personnel et du calcul des salaires, de la prévention et du bien-être au travail, du développement des talents et des assurances. Chez Securex, on trouve tout sous le même toit. Le chiffre d'affaires de Securex s'élève à 350 millions d'euros et la société compte plus de 1900 collaborateurs qui sont en Belgique, en France, en Espagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Historienne de formation, Joël est un esprit libre, capable de pensée transversale et qui apporte son orientation business à la fonction RH. Avec elle, nous parlerons d'audace, de capacité à se réinventer, d'orientation client et de pourquoi elle ne croit pas à la notion de client interne, de culture, de gestion de l'absentéisme et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Joël Helbig, Chief People and Culture Officer chez Securex. Quelles ont été les grandes étapes de ton parcours, Joël ? Alors évidemment, ça dépend où tu veux commencer, mais on va dire mes études supérieures. Je suis en fait licenciée et agrégée en histoire contemporaine. Et puis j'ai travaillé pendant 15 ans chez IBM dans différentes fonctions. J'ai commencé en fait en marketing et puis j'ai évolué vers la communication interne, la communication pour la direction générale et pour le country general manager de l'époque. Enfin, il y en a eu deux. Et puis je suis passée dans le leadership, d'abord toujours en communication. C'était mon premier rôle de leader. Et puis je me suis rapprochée finalement du client parce que dans une entreprise comme IBM, c'était un passage obligé quand on avait du potentiel et qu'on voulait évoluer. Donc j'ai commencé d'abord dans un département commercial, mais dans un rôle de support. Et puis ma dernière fonction chez IBM, c'était account manager. Donc j'étais en contact direct avec des clients, avec les clients des organismes de la sécurité sociale et les universités francophones. Et puis après, je suis donc arrivée chez Securex il y a 13 ans maintenant. Arrivée chez Securex aussi en tant qu'account manager, donc en contact avec des clients et des prospects pour collaborer avec Securex. Et assez rapidement, après environ un an, le manager de l'époque m'a demandé si j'étais prête à reprendre en fait l'équipe commerciale en tant que leader. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai pu quitter le rôle de leader, mais donc d'abord avec un focus commercial, et puis avec un focus commercial et marketing. Et puis d'autres disciplines s'y sont ajoutées progressivement, notamment l'expérience client, le change management. Oui, je suis aussi certifiée en tant que change manager. C'est bien, oui. Et puis... les opportunités dans une grande entreprise comme Securex ont fait que je me suis rapprochée d'HR et qu'on m'a demandé dans un premier temps de prendre HR at interim, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et puis l'intérim s'est confirmé dans la durée. Et donc aujourd'hui, je suis hiérarchiquement, on va dire, responsable des départements HR et Corporate Communication. Je suis membre du comité de direction et ça depuis 6 ans. Mais j'y suis donc arrivée en tant que responsable sales et marketing et j'y suis aujourd'hui dans un autre rôle, ce qui est pour moi aussi toute la beauté d'une carrière professionnelle, d'un parcours et certainement dans les 2 grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé où il y a eu chaque fois moyen d'évoluer, de se réinventer, de découvrir d'autres horizons.
Voilà. Donc, IBM était une société très réputée à l'époque. Je me souviens que les gens voyaient IBM comme un employeur de choix et que c'était très formateur de travailler dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? alors, vu mon parcours en tant que historienne de formation, c'était pas spécialement un chemin, on va dire, évident ou d'arriver chez IBM. Et j'y suis en fait un petit peu arrivée par hasard. Oui, j'ai oublié de mentionner qu'après ma licence et mon agrégation en histoire, j'ai aussi fait un diplôme complémentaire d'un an en information et communication à Louvain, Leuven en néerlandais. J'étais donc bilingue en sortant de mes études. Et à l'époque, en fait, IBM cherchait euh, des jeunes avec des diplômes universitaires, mais peu importe la discipline universitaire. Et donc le bilinguisme et un diplôme universitaire étaient pour IBM à l'époque un critère totalement suffisant. Je te cache pas que j'ai eu un des premiers grands choix de vie professionnelle à faire parce que j'avais commencé un stage dans une petite ASBL qui organisait l'opéra en plein air juste après mes études, tout en cherchant un boulot. Et, euh, au moment où ça se concrétisait chez IBM, le fondateur l'entrepreneur fondateur de l'ASBL, l'Opéra en plein air, Cédric Monnoy, pour ne pas le citer, m'a aussi proposé en fait un job dans la SBL. Et ça a été un choix intéressant parce que c'était vraiment deux univers tellement différents l'un de l'autre. Voilà, j'avais la petite vingtaine de me projeter dans qu'est-ce que serait mon avenir professionnel dans une ASBL qui fait de l'événementiel, qu'il faisait déjà au château de la Hulpe et qui commençait à se développer en Flandre, ou commencer dans une entreprise multinationale américaine informatique comme IBM. Et finalement, j'ai choisi IBM surtout avec l'idée des possibilités de développement et d'évolution. Euh, mais je dois dire que de temps en temps, l'idée de me dire, tiens, si j'avais fait l'autre choix, hein, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Quelle serait ma vie professionnelle ou ma vie tout court aujourd'hui? C'est amusant. Il y a d'ailleurs un film comme ça, dans la fin des années 90, qui s'appelle Sliding Doors, et où on voit comme ça deux histoires parallèles en fonction d'un événement dans la vie de l'héroïne du film. Et donc voilà, donc je suis arrivée chez IBM et je dois dire que avec mon bagage littéraire, ça a été quand même un choc en termes oui, rien que de vocabulaire. Hein, j'étais pas du tout au fait de vocabulaire commercial, anglais, etc. Mais ça a été une fabuleuse école professionnelle en fait. Une entreprise à l'époque extrêmement orientée client, extrêmement finalement ouverte, hein, vu qu'on travaillait avec des collègues qui avaient des backgrounds tellement différents. Ben, moi, l'historienne, mais hein, il y avait des médecins, des avocats, il n'y avait pas que des gens qui avaient étudié l'économie ou l'informatique. Oui, je suis énormément reconnaissante en fait de ces 15 années qui m'ont formée à tellement de choses, mais particulièrement le sens du client et l'importance du client, et que sans client en tant qu'entreprise, quels que soient les services ou les produits qu'on offre, on n'a pas de sens, on a moins de sens, on n'a pas de, et donc ça, malgré le fait que j'ai travaillé les premières années surtout dans des départements marketing, communication, etc., qui étaient un petit peu en retrait, on va dire, en tout cas pas en contact direct avec les clients, ça a été très très formateur. Et sur l'aspect leadership aussi, parce qu'en fait mon premier rôle de leader, euh, ça, ça a été l'occasion évidemment de se développer, de suivre des parcours de formation, etc. À l'époque, il y avait un development center qui était organisé pour tous les nouveaux ou futurs leaders. Et on partait 3 jours en fait. Et c'était 3 jours d'immersion, de jeux de rôle, collectifs et individuels, de sessions de feedback. Je perçois aujourd'hui à quel point c'était un luxe que d'avoir cette expérience avec d'autres leaders juniors, d'avoir ce feedback et de pouvoir démarrer un parcours de leader avec un tel cadre et un tel soutien et support. Donc voilà, des belles choses au niveau leadership aussi.
Oui, oui, oui. Donc c'est un environnement très formateur et je trouve intéressant qu'il réunissait comme ça des gens avec des backgrounds très différents. Il y avait une belle diversité de backgrounds alors, effectivement. Et donc après, te voilà chez Securex. T'es arrivé, est-ce que tu dirais que c'est un peu un hasard que tu te sois retrouvé à faire ton intérim RH ou bien il y avait quand même un peu plus que du hasard? Sans doute qu'il y avait un peu plus que du hasard, mais il y a aussi, voilà, hein, les faits et les choses, le déroulé des événements. C'est sûr que, en fait, déjà, au début de ma carrière chez IBM, quand j'étais en corporate communication, entre autres responsable de la communication interne pour la direction générale, j'avais une grande proximité avec les collègues RH. Ok. J'étais dans le meeting, le management meeting RH toutes les semaines pour bien faire le lien avec hein, la communication vers les leaders, etc. Et de là datait déjà une affinité, un intérêt très très clair qui n'a fait que se renforcer quand je suis devenue moi-même leader et la pratique hein, tous les jours de l'accompagnement des collaborateurs, de l'implémentation de processus RH, de réflexion, etc., n'a fait qu'augmenter finalement cet intérêt et cette affinité. Et, euh, et c'est sûr que chez Securex aussi, dans mes rôles de leader, les choses venaient assez naturellement et la proximité aussi avec les collègues RH et ma compréhension hein, de certains éléments ou l'impulsion ou le renfort que je pouvais donner. Et donc je pense en effet que j'avais sans doute ça aussi et que je rayonnais une partie de cet intérêt, de cette affinité, sans pour autant que c'était un plan de carrière ou une ambition même pas exprimée, mais probablement qu'en moi c'était déjà là, oui. Ah oui. Alors, quand on s'est rencontrés initialement, tu avais encore cette double fonction, Oui, c'était Chief Customer Officer, c'est ça, hein, NHR, Chief et Customer and People Officer, oui, Chief oui. Customer and People Officer. Et je m'étais laissé dire, tiens, dans le fond, peut-être que vu l'activité de Securex, c'est peut-être pas complètement lié au hasard non plus qu'on ait voulu mettre ensemble les éléments Customer et People. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, parce qu'en fait pour moi c'est très très logique euh, de ne pas travailler de manière complètement déconnectée. Et particulièrement aujourd'hui, quand on parle par exemple de branding, hein, typiquement on pense historiquement plutôt customer, hein, branding, une discipline plutôt marketing, une discipline hein, plutôt du côté vente et marketing. Et en fait, aujourd'hui, on parle énormément de employer branding aussi. Et on ne peut pas raconter des histoires totalement différentes, que ce soit aux clients ou aux futurs clients et aux futurs potentiels collaborateurs. Les choses doivent être cohérentes. Et donc, c'est un exemple pour moi de domaine dans lesquels une vision holistique et cohérente est indispensable. Un autre exemple, c'est typiquement la culture qui est plutôt un domaine, on va dire, traditionnellement du côté des RH. Mais qui dit culture dit comportement, hein, et très vite, dans comportement, on arrive aussi à expérience client, parce que ce que retient hein, le client, c'est finalement aussi quand il est en interaction avec une entreprise, comment se comportent hein, les personnes, qu'est-ce qui rayonne des choses dans les transactions qu'on a ensemble. Et donc là aussi, pour moi, c'était très très logique d'avoir cette vision intégrée que pour avoir quelque chose de cohérent et qui fait sens hein, pour toutes les parties et pas de manière cloisonnée. Aujourd'hui, un de mes objectifs avec mon équipe RH, c'est clairement de rapprocher mon équipe RH du client et du client final. Et pour moi, il n'y a qu'un client. Hein. J'entends parfois, même chez nous, chez Securex, certains collègues qui parlent du client interne. Moi, je ne supporte pas cette expression. Pour moi, il n'y a pas de client interne. Il y a un seul et vrai client. C'est le client, en l'occurrence ici, qui choisit Securex, hein, qui paye des factures à Securex, qui bénéficie d'un service de notre part. Et entre nous, nous sommes collègues. Et bien sûr, avec des responsabilités, des rôles différents, des expertises, des angles de vision différents, très complémentaires. Et il faut qu'on puisse travailler ensemble et pas nécessairement toujours être d'accord. Mais on n'est pas clients les uns des autres. Et je trouve que quand on considère un collègue ou un autre département comme un client, que finalement, on se met dans une posture déjà très différente que d'une posture de collaboration entre collègues
avec chacun des éléments à apporter pour prendre les meilleures décisions possibles, pour avoir les meilleurs plans d'action possibles et pour atteindre ensemble les meilleurs résultats. Mais que considérer l'un comme un client ou l'autre comme un fournisseur biaise en fait déjà à la base les interactions. Et donc voilà, rapprocher entre autres mon équipe RH du client et du client final. Euh, Réaliser que tout ce qu'on réalise en HR doit être au service de ce client final de Securex et doit faciliter les ambitions, les aspirations qu'on a en tant qu'entreprise. C'est notre mission principale. Et sans clients ou avec moins de clients, il y aura moins de RH aussi. Et donc là, on est dans un, une boucle importante, mais qui fait sens aussi. J'avais un jour noté une phrase, je crois que c'était le CEO d'une compagnie d'aviation américaine, je ne sais plus laquelle, et peu importe, qui avait dit dans mon entreprise, tout le monde doit servir un client ou quelqu'un qui sert un client. Et donc, quelque part, c'est une réaction en chaîne qui doit, in fine, être orientée vers le client. Je trouvais pas mal, en disant, soit tu sers un client directement, soit indirectement, on est dans les gens qui Tout servent à les fait. clients. Comment tu mets ça en œuvre dans ton équipe RH? Alors, comment je mets ça en œuvre? Peut-être que l'un ou l'autre exemple. Par exemple, pas plus tard que vendredi dernier, nous avions notre réunion trimestrielle avec l'ensemble des collègues de l'équipe RH. Systématiquement, je viens avec des éléments business client que je partage à l'ensemble des collègues de RH. Je trouve important que, en tant que collaborateur RH, peu importe la fonction, voilà, qu'on soit au fait de priorités business, de discussions du comité de direction, des choses comme ça, que pour bien savoir ce qui se passe et de là, pouvoir aussi, dans son rôle ou dans son équipe, prendre des orientations, des discussions qui vont contribuer en connaissance de cause. J'aime aussi titiller, donc envoyer des petits signaux, des choses, ou venir avec un chiffre ou avec un exemple pour rendre les choses concrètes, parce que je pense que ça, c'est important aussi euh, pour des collègues, que ça ne reste pas du langage managérial parfois un peu creux ou un peu trop abstrait, mais de pouvoir illustrer avec quelque chose de concret. Ça peut être un chiffre, ça peut être une citation d'un client, ça peut être un exemple. Donc, je stimule beaucoup à ce que les collègues, en RH entre autres, se tiennent au courant. On a, nous, comme canal de communication interne pour l'ensemble des collaborateurs, un intranet. Sur cet intranet, il y a énormément d'informations, y compris business, clients, etc., qui passent. Oui, c'est une responsabilité individuelle de chacun que d'y aller régulièrement. D'ailleurs, on facilite un peu la consommation d'informations parce qu'on fait la distinction entre ce que tu dois lire et ce qui peut être intéressant à lire, pour faciliter aussi par rapport à des collègues qui sont par exemple très souvent chez le client et qui ont peu le temps d'aller sur un intranet. Bon, je m'égare un peu dans ma réponse ici, mais enfin pour dire que voilà, donc ça c'est clairement une des manières que je fais de rapprocher le client. Autre manière, quand on réfléchit ou quand on prend des décisions sur des processus RH, c'est de faire un check sur quelle va être la valeur ajoutée de ce changement, de cette optimalisation qu'on prévoit ou de cette nouveauté qu'on prévoit. Quelle va être la réelle valeur pour le client in fine, pour le business, est-ce qu'on ne vient pas avec quelque chose qui va prendre tellement de temps, qui n'est pas efficace et qui, nous, d'un point de vue expertise RH, est peut-être intéressant ou idéal, mais qui, in fine, ne va pas nous rapprocher en tant qu'entreprise de nos objectifs. Donc ça, c'est une autre manière de le faire dans le cadre de discussions sur plutôt un projet ou une initiative. Oui, chouette. Ça me fait penser à deux choses. D'abord, la nature même de Securex, votre core business, c'est du RH. Donc, ça a encore plus de sens, évidemment, que ton équipe s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur chez les clients, puisque ce sont des gens qui font des métiers similaires, ou en tout cas très liés aux leurs. Et la deuxième chose à laquelle je pense à Hein Knappen, qui est un collègue hollandais, qui est l'ancien Chief HR Officer de ING Global et qui a eu des grosses fonctions dans d'autres entreprises.
Et je pense ne pas travestir sa pensée quand il dit, finalement, il y a toujours un triple test en HR. Donc, tout ce qu'on fait, soit doit nous mettre en conformité avec la réglementation, parce que c'est important de respecter le cadre légal dans lequel on opère. Euh, le deuxième point, c'est ça doit contribuer à la dignité humaine des gens qui travaillent dans notre organisation. Et une fois que ces deux bases-là sont faites, tout le reste doit contribuer au business. Tout le reste doit avoir un impact positif sur la performance de la société et sur le business. Et je trouve ça pas mal comme boussole en Tout à RH. fait. On doit faire des choix, disant, mais est-ce que si ça contribue pas aux deux piliers, est-ce que c'est bien alors au service du troisième pilier? Tout à fait. Oui, Ouais. c'est mieux résumé que ce que je viens d'expliquer, mais c'est tout à fait en C'était ligne. pas, c'était pas mon propos, Non, t'inquiète. c'est une association d'idées avec ce Oui, qu'est oui, le oui. Heinz Nappen. Euh, Oui. quelles sont tes sources d'inspiration, Joël? Ah là là. Euh, je crois que je dois commencer par mon papa. En fait, mon papa c'était au début des années 70, j'étais pas encore née, euh, eu un changement de vie professionnelle radical et il s'est complètement réinventé alors qu'il avait presque 40 ans, malgré tous les commentaires et la désapprobation et les critiques et le qu'en dira-t-on, etc. J'étais évidemment pas encore née, donc pas présente au moment où ça s'est passé, et je n'ai appris tout ça que bien plus tard. Mais je pense que quelque part au fond de moi, il est inscrit plusieurs choses, à la fois qu'on peut se réinventer à tout âge, et malgré l'opinion ou le qu'en dira-t-on, tant qu'on est fidèle à soi-même et authentique par rapport à ce qu'on veut être. Euh, et c'est très positif pour moi, de l'idée de se dire que finalement, oui, on peut se réinventer professionnellement, probablement à de multiples reprises et à tout âge, et que ça m'accompagne, hein, même si moi, je n'ai pas connu quelque chose d'aussi courageux et Il est passé compliqué de qu'il a quoi? connu. Oui, ton papa, tu peux nous dire? Il est passé de Oui, je quoi? peux le dire, je peux absolument dire. Mon papa avait commencé sa vie professionnelle en tant que prêtre. Ok. Et au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, il a décidé de changer de vie. Il a rencontré ma maman, il a quitté donc la prêtrise, mais il n'avait du coup, à près de 40 ans, pas de métier et pas de source de revenus. Euh, et donc, et en plus, comme je le dis, c'était à une époque où malheureusement, il y a eu beaucoup de critiques et de gens qui se sont tout à coup éloignés en considérant que c'était pas correct ou pas, ça ne se faisait pas, etc. Donc voilà, un destin peut-être un peu particulier, mais au-delà de la situation concrète, pour moi, c'est vraiment ce côté de dire, OK, euh, on peut avoir le courage et oui, il est possible de se réinventer C'est, professionnellement. tu m'as surpris en répondant, je ne m'attendais pas à ça. Oh, ça me fait penser à une amie, Martine, qui a la même histoire chez son papa, qui a quitté la prêtrise, qui a rencontré son épouse et qui a fait 3 enfants. Et lui a travaillé dans la banque, où il est devenu singulièrement syndicaliste dans une très grande banque belge. Et à cette occasion, a rencontré le patron dont il est devenu par ailleurs le confident. Je pense qu'il avait gardé les qualités humaines qui l'avaient amené à faire son premier choix de métier. Et c'est un monsieur qui est hélas décédé maintenant, mais que j'ai très bien connu et qui était vraiment super. Et donc c'est amusant. Ça me fait penser à cette histoire-là du papa de Martine, André, pour qui on a une petite pensée. Euh, chouette, chouette. Donc c'est ta première source d'inspiration. Oui, Quelle et c'est audace, pour ça, quelle voilà. audace d'un changement de vie. Enfin, c'est plus qu'un changement de carrière, c'est un changement d'identité, de vie, Oui, etc. Oui. oui, Là, oui, ça me fait oui, c'est penser une vrai. petite parenthèse. Dans un podcast précédent, il y a eu un insight très intéressant. On le doit à Jan van Accolijn, qui est le Head of People de Proximus, euh, qui conseillait de ne jamais confondre notre identité professionnelle avec notre identité personnalisant. Sinon, ça rend difficile la mobilité, etc. Et donc, à un certain moment, on doit pouvoir faire la part des choses entre notre identité professionnelle, qui est certes importante, mais il ne faut pas la confondre. Nous ne sommes pas notre profession. On est autre chose, on est plus large, on est différent de ça. Et donc, ça permet peut-être de mieux pivoter quand on fait ce distinguo. Et Oui. d'éviter les drames quand à un moment, notre identité professionnelle doit changer, hein, que ça ne nous affecte pas plus que ce que ça ne doit si on a bien construit d'autres choses. J'aimais bien cette Je vision suis, apportée par Yann aussi. je suis assez d'accord avec ça. Donc, ton Non, papa t'a beaucoup, beaucoup oui. inspiré. Oui.
Si professionnellement, je devais en citer, j'en citerais le premier qui m'a donné ma chance en tant que leader. Et c'est Bart van der Meersch, qui était le Country General Manager d'IBM Belgique-Luxembourg. Et pour moi, il était un exemple, enfin, il vit toujours, hein, mais il était un exemple de, de leadership très équilibré entre la passion pour l'humain et la passion pour le business. Et c'était aussi quelqu'un qui allait toutes les semaines en clientèle, qui aimait le contact des clients, qui en avait besoin, etc. Mais qui pouvait inspirer, enthousiasmer aussi une salle avec 1000 personnes, 1000 collaborateurs. Et je dois dire que lui, ça a été longtemps une référence en termes de leadership bien balancé. Et, euh, et en plus, comme il était le premier à m'avoir donné ma chance, c'est voilà, quelqu'un qui a certainement marqué mon parcours professionnel. Et si je dois en citer une autre, ce sera aussi encore quelqu'un d'IBM. J'ai passé 15 ans, mais Eh c'est oui. Kathleen Vanouk. Et elle, pour moi, elle a été vraiment un exemple de leadership authentique et y compris en termes de vulnérabilité. Et j'ai vraiment vécu à ses côtés dans son équipe. J'étais aussi leader, mais dans son équipe de leaders. À quel point s'entourer de collègues qui ont comme talent et comme force ses propres points faibles ou points d'attention, à quel point c'est magique en fait. Mais ça commence par d'abord se connaître bien soi-même, s'accepter soi-même, et du coup pouvoir accepter de côtoyer des gens qui ont des forces et des talents qu'on n'a pas soi-même dans son équipe. Et de l'avoir pratiqué grâce à elle et avec elle, c'était vraiment une leçon que j'emmène aussi avec moi. Et une leçon d'humilité par rapport au fait de dire non en tant que leader d'une équipe. Il ne faut pas être le meilleur dans tout ou le meilleur dans la majorité de ses sujets. Non, autant rester le meilleur dans ce qu'on fait de très très bien et de ce qui nous donne de l'énergie et s'entourer des meilleurs dans les autres domaines. Ça donne une dynamique tellement plus, ouais, plus vivante, avec du relief et d'authenticité. Voilà. Ça nous prouve combien les premières années d'une carrière, c'est quand même très important d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et comme ça nous accompagne par la suite. Ça nous rappelle aussi notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui vivent leurs premiers instants de leur carrière et de ce qu'on est en mesure de faire pour eux pour justement leur transmettre ces sources d'inspiration et leur montrer des choses. J'ai un jour perçu dans une file d'attente une conversation de deux personnes. C'est pas que je les écoutais, mais quelque chose est arrivé à mon oreille. Ouais. Et je trouvais ça rempli de sagesse. Je pense que ces gens parlaient de leurs enfants qui commençaient dans la vie professionnelle et une disait à l'autre, oh, ben tu sais, ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'il va faire et où il va le faire, c'est avec qui il va travailler et ce qu'on va lui apprendre. Et je trouvais ça une parole de sagesse comme ça perçue hors cadre professionnel dans une foule. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir les bonnes personnes qui nous inspirent au bon moment dans notre carrière. C'est ça qui nous porte, d'être les bonnes rencontres et les bons apprentissages. Oui, Ouais. je suis assez d'accord. Quels sont les... Alors, tu m'avais un jour confié quelque chose à propos de ton éducation scolaire. Euh, et je me doute que ce n'est pas neutre aussi par rapport à ce qu'on discute. Est-ce que Ouais. tu voudrais Ouais. partager ici de quoi il s'agit? Oui, pas de problème. J'ai j'ai fait toute ma scolarité primaire dans une école à pédagogie Freinet. Aussi à une époque où pédagogie active, Freinet et autres étaient moins connus et moins qu'actuellement. Et là aussi, quelque part, hein, mes parents ont eu affaire à des commentaires ou des questions un peu critiques hein, sur le fait qu'on n'avait pas de contrôle ou d'examen ou de points ou des bulletins, etc. Mais ça a été, oui, pour moi aussi hyper formateur. Euh, je pense que c'est à la base d'une des convictions que j'ai et en termes de chacun est responsable, acteur de son employabilité, de son parcours, de son développement. Euh, c'est une responsabilité individuelle, en fait, et chacun peut évidemment y mettre l'énergie, le temps, les objectifs qu'il ou elle souhaite. Il n'y a pas de
c'est pas une dictature où tout le monde doit faire la même chose, mais c'est bien de la personne que cela part. Et je pense que c'est une des convictions que j'ai aussi. Quand je suis arrivée chez Securex il y a 13 ans, j'entendais encore régulièrement à l'époque une perception de certains que c'était soit au leader, soit au département RH de trouver des solutions finalement, et de faire en sorte que j'ai une fonction, une prochaine fonction, et de définir mon parcours, etc. Ce qui n'est pas du tout en ligne, moi, avec ma vision des choses, en me disant, mais non, chacun est acteur, de nouveau de son parcours. Et encore une fois, il n'y a plus un parcours unique non plus, tout est possible dans tous les sens. Donc, à quelle vitesse, avec quelle intensité, qu'est-ce que tu souhaites ou ne souhaites pas, ou explorer aussi, parce que finalement, personne n'a la vérité, les contextes changent, etc. Oui, pour moi, c'est l'individu qui est là. Et je trouve que pour moi, c'est une vision terriblement optimiste, en fait, des choses, de dire, OK, tout ne se réalise pas, et je ne suis pas non plus idéaliste, mais en tout cas, sur le fait, je peux faire quelque chose, j'ai des choses en main, j'ai des cartes à jouer, quel que soit mon jeu de cartes de départ, quel que soit, etc. C'est certainement une conviction qui me vient de là. C'est chouette. Effectivement, la responsabilisation. Moi, les gens qui suivent ce podcast, je pense, l'auront compris. Je suis quelqu'un euh, assez bien en réflexion sur le fait que beaucoup de processus RH, en fait, historiquement, n'ont pas cherché à favoriser ça. Ils ont plutôt cherché à favoriser la réplication de processus déséquilibrés où le manager doit garder plus de pouvoir que l'employé. Alors, je ne sais pas si c'est le pouvoir, mais de garder une position supérieure à l'employé. C'est d'ailleurs consacré par notre droit du travail, le fameux lien de subordination. Mais ça ne libère pas tellement l'énergie des gens. Et donc, quelque part, on est aujourd'hui, je pense, dans les entreprises occupées à redéfinir des relations plus adultes. Et quand tu parles de pédagogie active, moi, c'est ce que j'y projette, c'est des relations, même si c'est pour des enfants, mais plus adultes, c'est-à-dire plus responsabilisantes. Mais donc, on doit prendre, on a plus de liberté, mais on doit prendre ses responsabilités. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça me fait aussi penser à une discussion qu'on avait eue dans un épisode précédent de ce podcast avec Jean-Charles Samuelian-Werf qui met là-dedans le nécessaire partage de l'information. Il dit, alors il faut rééquilibrer l'accès à l'information dans les entreprises si on veut que les gens soient plus responsables. Alors il faut énormément de transparence, il parle même de transparence radicale, parce que si on veut que les gens puissent prendre les bonnes décisions, il faut qu'ils disposent d'énormément de toute l'information nécessaire à la bonne prise de décision. Et ce n'est pas encore des réflexes dans les entreprises d'avoir un vaste partage de l'information. Oui, euh, c'est euh, c'est quelque chose d'important ici chez nous, chez Oui, Securex, d'accord. clairement, de partager l'information, avec évidemment le défi de beaucoup d'informations du coup, et comment faire le tri avec une capacité de focus qui diminue globalement chez nous tous. Mais tu me faisais aussi penser à une étude qu'on a faite récemment auprès de nos clients qui démontre que il y a une tendance dans le leadership actuel de confondre clarté et structure avec contrôle. Ah, Et quelque part, la clarté, c'est un peu la formation, c'est ce que tu viens de dire, d'être très clair sur quel est l'objectif, quelle est la direction, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Donc d'être très clair. Une structure, un cadre, évidemment. On ne laisse pas complètement tout partir dans tous les sens. Mais c'est pas la même chose que d'être très contrôlant ou hyper contrôlant. Et on remarque dans nos études récentes que la tendance contrôlante en leadership a tendance à augmenter, ce qui ne va pas de pair avec de meilleurs résultats et un meilleur bien-être. Au contraire, ça va de pair généralement avec de moins bons résultats quand c'est pratiqué de manière trop structurelle et continue et tout le temps, et avec plus de turnover, avec plus d'absentéisme, etc. Et donc, cette distinction, pour moi, elle est aussi importante. Oui, de la structure, oui, de la clarté, mais c'est pas la même chose que du contrôle en continu, surtout. oui, je n'avais pas vu l'étude en question que vous avez publiée, mais
C'est vrai qu'il ne faut pas confondre comment on crée du cadre, et ça fait quand même partie du rôle du leadership qui peut être distribué. Ce n'est pas spécialement l'apanage uniquement du leader, mais c'est une fonction de leadership que de s'assurer qu'on crée un cadre de fonctionnement, mais laisser l'autonomie au sein de ce cadre pour fonctionner, être capable de faire confiance. Oui. Dernièrement, j'ai entendu Julia de Funès, la philosophe Mhm. Mhm. française, alors j'espère que c'est l'écoute de ce podcast, je ne pense pas qu'elle suit notre podcast. Écoute, elle ne va pas me dire que j'ai mal compris, que je travestis sa parole. Elle disait trop souvent, on dit, ah, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Elle dit, non, c'est entièrement faux. Si on fait confiance, ça veut dire qu'on a foi dans les capacités de la personne de faire quelque chose sans être contrôlé. Hein. Et donc, effectivement, ce contrôle, Exactement. et alors ça vient souvent dans les entreprises, on prône la confiance, etc. Mais si les actes ne suivent pas les paroles, ça crée des injonctions paradoxales et ça crée beaucoup de difficultés internes chez les gens. Hein. Quand on dit quelque chose mais qu'on fait son Exact. contraire, c'est quand même pas Ouais. facile. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Oui, pour moi, c'est typiquement un exemple où alors ça sonne faux. Et quand on sonne faux en tant que leader, ça devient compliqué, en fait, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres principes de leadership, de management RH avec lesquels tu prends tes distances, dans lesquels tu ne te retrouves pas? Oui, enfin, on en a parlé, mais un peu différemment. Oui, le côté paternalisme, etc. Bon, c'est peut-être pas une tendance globalement, mais ça va de pair avec ce côté parfois contrôlant. Parfois, j'ai l'impression qu'on met tellement dans le rôle du leader qu'on a tendance à le considérer comme un super-héros. Moi, ce que j'aime, c'est quand même rester humble et réaliste. Hein. Nous sommes tous des êtres humains pétris de contradictions, d'imperfections, de relief. Et bien sûr, l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut, et surtout avec ses talents et ses forces, et de travailler pour que ces points d'attention ne soient pas des handicaps insurmontables ou des biais ou des choses comme ça. Mais on est finalement tous en chemin et donc cette humilité de se dire oui, le leader parfait dans tous les contextes, dans toutes les équipes, non, il n'existe pas. Et c'est un rôle dans lequel on est forcé à se remettre aussi en question, je pense, régulièrement. Et donc la connaissance de soi et l'acceptation de soi est un élément important, mais qui fait partie pour moi oui, de cette humilité qu'il faut garder et avoir. Euh, Comment à la fois entraîner, hein, donner une direction, entraîner, enthousiasmer des équipes, les aider à se mettre en action dans la bonne direction, et puis quelque part un peu lâcher prise et, euh, et, et ne pas être tout le temps sous le spotlight, en première ligne, mais dans le sens se mettre en avant. Voilà. Tu penses qu'on en attend trop des managers dans les entreprises? Je pense que les attentes sont en forte évolution, globalement parlant, et je pense aussi que les attentes vers les leaders doivent être totalement en ligne avec la culture et l'évolution de la culture qu'on veut faire dans une entreprise qui elle-même doit évidemment aller de pair avec la stratégie de l'entreprise, et que donc euh, un modèle de leadership unique et universel, ça n'existe pas. Et que par contre, faire évoluer les attentes et le rôle du leader et être là aussi clair et communiquer là-dessus, mais aussi interagir avec les leaders là-dessus, hein, pour ne pas partir du principe qu'une fois que c'est clair, c'est facile. Non, c'est pas aussi simple que ça. On a fait beaucoup de travail là-dessus chez Securex. Enfin, on est toujours en train d'ailleurs, parce que notre stratégie a été définie. Allez, on a commencé avec le comité de direction fin 2022. On a passé une première étape avec tous nos directeurs début 2023. Ces directeurs, une cinquantaine de personnes, ont eux-mêmes enthousiasmé les 1350 collaborateurs restants. Chaque collaborateur a participé à une journée de session stratégique avec une centaine d'autres collègues de tous départements confondus, etc., animés par nos directeurs pour capter l'input, le feedback, la réalité du terrain, et pour enrichir la stratégie, mais aussi finalement pour mobiliser tout le monde.
Dans ce cadre-là, on a défini l'évolution de la culture d'entreprise qu'on voulait faire. On a décliné ça dans des comportements pour l'ensemble des collaborateurs et dans des comportements 4 supplémentaires pour les leaders. De là, on a redéfini quelle est notre vision du leadership, quelles sont les attentes qu'on a pour les leaders très concrètement. Et puis communiquer évidemment tout ça. Et maintenant, là, on est en train de clôturer un cycle de feedback 360 pour tous les leaders, dans lequel on a repris justement ces éléments qu'on a définis en termes de comportement, d'attente, pour faire évoluer la culture. Et, comme un outil de développement, hein, vraiment, pas comme un outil d'évaluation, mais vraiment de dire, OK, si les attentes vers les leaders, elles ont évolué et elles vont dans cette direction-là, il est important que chaque leader puisse savoir où il en est par rapport à ses attentes et puisse prendre les éléments du 360 dans son plan de développement de l'année prochaine. Donc voilà, on est en train de faire toute cette boucle, ici fortement résumée. Mais ça commence en effet avec de la clarté et de la clarté sur le fait que le rôle de leader, c'est quelque part un rôle à temps plein. Hein. C'est pas un rôle accessoire ou un rôle hyper facilement combinable surtout quand on a une équipe d'une certaine taille avec un rôle d'expert ou avec un rôle encore de professionnel qui gère un certain nombre de choses directement. Et qu'il faut permettre au leader de pouvoir jouer ce rôle, le mettre dans un contexte qui lui permet de gérer ses attentes qui évoluent et qui changent. Par exemple, hein, d'avoir des discussions de développement et de carrière avec chacun de ses collaborateurs. Non, c'est pas accessoire, c'est fondamental et ça fait partie du rôle. Donc, il faut que le leader soit en capacité et les compétences, mais aussi en capacité et le temps de pouvoir faire ça, par exemple. Hein, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est évidemment tout ce qui est accompagner le changement. On peut aimer le changement ou le regretter. Le changement, il est là. Ça ne va pas se ralentir, que du contraire. Donc, d'être un leader qui accompagne le changement, les changements, c'est aussi indispensable. Mais pour ce faire, il faut aussi avoir les compétences, un minimum, l'approche, avoir le temps de le faire, être supporté pour le faire. Donc voilà 2 exemples d'attentes qui évoluent et qui n'étaient peut-être pas comme ça il y a 5 ou 10 ans. Tu, Ouais. tu disais le rôle de leader, c'est vraiment un rôle à part entière, à temps plein. Donc ça veut dire que chez vous, vous avez libéré les leaders d'autres tâches opérationnelles, donc ils sont focalisés sur ce rôle de leadership. Alors, on est dans cette direction-là, hein, et on a entamé ça aussi cette année, une définition d'abord hein, de quelles sont les attentes, c'est tout ce que je viens d'expliquer avec les attentes par rapport aux leaders, les comportements, etc. Et puis de là, en effet, de dire, OK, quel est le span of control correct que pour pouvoir faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle, mais elles doivent être aussi objectivées sur base d'un certain nombre de critères. Donc oui, on a certains leaders qui restent encore des experts, par exemple, pointus dans un domaine niche, ou oui, dans une entreprise comme Securex, il en faut un, etc. Ou parfois pour des obligations de gouvernance et des choses comme ça, qui combinent alors avec une expertise. Mais alors là, on aura plutôt un leader avec très peu de membres dans son équipe. De l'autre côté du spectre, oui, il faut absolument éviter que ce leader avec une grande équipe, doivent en plus gérer lui-même un tas de relations avec des clients ou faire encore beaucoup d'activités opérationnelles de manière continue. C'est pas réaliste et c'est se tirer une balle dans le pied aussi en tant qu'organisation. Et en fait, les problématiques sont différentes. La problématique pour un leader d'une très grande équipe qui a encore énormément de tâches opérationnel, business, etc., c'est la qualité de son leadership qui va être impactée. Et donc, de facto, la qualité du feedback que les collaborateurs de son équipe vont recevoir, du coaching, des formations, etc. Et donc, voilà, on trouve que c'est pas logique que les membres d'une équipe payent, entre guillemets, dans ce genre de constellation. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus aussi pour rationaliser, pour assainir et pour permettre aux leaders de pouvoir
prendre pleinement à bras-le-corps leur rôle de leader. Oui. Ça ne veut pas dire, je tiens à préciser, ça ne veut pas dire qu'on veut des leaders totalement déconnectés de la réalité des clients, du business, de l'activité de l'équipe. On ne veut pas des leaders dans une tour d'ivoire. Un leader va bien sûr toujours continuer d'accompagner un collaborateur chez un client quand il y a une situation un peu critique ou accompagner un junior pour un rendez-vous ou pour une opération. Donc non, bien sûr, ça doit rester, mais ça ne peut pas être des activités toutes les semaines ou tous les mois opérationnelles à répéter. Ou ça doit le devenir en tout cas de moins en moins. C'est un équilibre à trouver, parce qu'effectivement, un leader qui ne comprend pas ce que fait son équipe, à un moment, il va quand même être challengé aussi par sa propre équipe Tout à fait. dans sa légitimité, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle un peu de la culture de Securex. Oui. Qu'est-ce qui est spécifique à Securex, voire qu'est-ce qui serait clivant? Qu'est-ce qui ferait que vous avez opéré des choix culturels? Oui. Alors, ce qui est très spécifique, parce que tant les collaborateurs nous le disent et le répètent dans toutes les enquêtes qu'on fait, mais même les clients nous le disent dans les enquêtes NPS et commentaires auxquels ils répondent, c'est une culture humaine et chaleureuse. Les nouveaux engagés nous le disent aussi, un accueil et une cohésion sociale, une chaleur humaine, une gentillesse. Apparemment, on rayonne ça. Je confirme que nos clients eux-mêmes nous le soulignent dans vraiment nos forces. Et je pense que oui, beaucoup de collègues considèrent que c'est appréciable dans un monde où c'est parfois plutôt une dimension en perte de vitesse. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on veut garder et qu'on veut chérir parce que ça fait, apparemment, c'est un de nos différenciateurs, tant interne qu'externe. Dans le cadre du travail stratégique qu'on a fait, on a défini quelle est la culture, quelle était la culture actuelle à l'époque où on a fait, il y a 2 ans, et quelle est l'évolution de la culture qu'on veut faire, compte tenu des ambitions stratégiques qu'on a pour l'entreprise. Et donc, on a utilisé là un framework. Et clairement, nous étions, il y a 2 ans, dans une culture qu'on appelle une culture clan. Et donc, c'est clairement une culture où l'humain, la collaboration, l'être ensemble, le faire ensemble, où les leaders sont des mentors et des coachs, etc. Ça, c'est nous. Et l'évolution qu'on veut faire en termes de culture, c'est d'être davantage une culture marché, market. Et donc, d'être une culture qui soit davantage connectée au monde extérieur, connectée aux clients, aux besoins des clients qui évoluent. Et ça, c'est l'évolution qu'on veut faire. Ça veut pour autant pas dire qu'on veut complètement couper le lien avec ces choses qui nous rendent nous-mêmes. Et c'est ça l'équilibre et une forme de paradoxe à gérer entre garder notre authenticité et ce qui fait qui nous sommes et qui attire et plaît beaucoup tant à nos collaborateurs qu'à nos clients, tout en évoluant pour rester évidemment une entreprise durable, compétitive. By the way, une entreprise qui fête ses 120 ans cette année. Ah oui. Donc, pour nous, ça s'inscrit aussi dans cette idée de, OK, ça fait 120 ans qu'on existe, on sait aussi, on a bien évolué, réinventé, etc. Les 120 prochaines années, on veut aussi les assurer. Et donc, cette évolution vers une culture plus orientée marché, elle est pour nous une des recettes du succès pour la durée. On opère parfois un distinguo, surtout dans les sociétés comme ça, qui a une très longue existence, entre finalement ce qui est plus proche de l'ADN de la société, et puis donc qui est relativement stable et relativement qui fait partie des fondamentaux de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas évolutif, parce que contrairement à notre ADN, enfin je ne suis pas biologiste, mais je ne pense pas que notre ADN soit amené à évoluer comme ça. Mais la culture, qui est quelque chose de plus dynamique et plus lié éventuellement à de la stratégie. Et c'est vrai qu'on dit quand une société réévalue sa stratégie, elle fait bien de se poser la question, de se dire, du coup, qu'est-ce qui va devoir être ajusté dans mon organisation? Parce que l'organisation qui a été mise en place servait certains buts et une certaine stratégie. Est-ce que du coup, elle doit être réévaluée au regard de la nouvelle stratégie? Et il en va de même pour la culture. Est-ce qu'il y a des traits culturels
qui vont devoir évoluer. Donc, parfois, on fait la distinction entre ce qui fait vraiment partie de l'ADN, disant c'est relativement fixe et c'est ça qui amène une stabilité dans le changement, mais des choses plus dynamiques dans la manière dont on fait les choses qui vont devoir être réévaluées parce que ce qu'on va faire va changer. Oui, oui. Oui, par exemple, quand on a donc, suite à définir cette évolution qu'on va faire de la culture, c'est de là qu'on est parti pour définir quels sont les comportements clés finalement qu'on veut voir hein, dans chez l'ensemble des collaborateurs et 4 supplémentaires pour les leaders. Pour être très concret, hein, parce que c'était important aussi, quand on parle culture, de ne pas rester dans quelque chose d'un peu parfois pris comme théorique ou comme de bonnes intentions. Le fait de traduire dans des comportements, d'expliciter ces comportements, de présenter ces comportements, d'inclure ces comportements dans les processus RH, rend les choses aussi plus tangibles et plus concrètes. Je peux prendre peut-être un Oui, j'allais te exemple. demander un exemple, oui. Oui, un exemple de comportement, c'est la fierté. On est une entreprise qui était oui, fort tournée sur elle-même et entre nous, mais trop peu vers l'extérieur, en fait. Hein, d'être présent, d'assumer, de montrer tout ce qu'on réalise et ce qu'on fait, etc. Et donc, on a vraiment travaillé cet axe de fierté qui se décline de différentes manières. Hein. C'est par exemple la présence sur les réseaux sociaux, c'est la présence aux événements. On a donc, ces 2 dernières années, invité, poussé, encouragé tous nos leaders à participer à des événements externes. Tous nos leaders, pas uniquement les leaders dans des fonctions commerciales ou en contact avec des clients, donc aussi nos leaders du département IT ou finance ou corporate legal ou RH. On a mis des objectifs là-dessus, évidemment avec, pour ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude, des petites informations sur comment est-ce que je fais et comment est-ce que je me présente brièvement et comment est-ce que je développe mon réseau si je me sens pas très à l'aise et donc aussi ce support-là. Pareil sur les réseaux sociaux, hein, donc là aussi de mettre vraiment le paquet en disant mais oui, mais si nous on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que les futurs collaborateurs, les futurs clients peuvent savoir ce qu'on fait. Et c'est aussi de suite à cette évolution-là qu'on a décidé de participer à l'enquête Great Place to Work, hein, qui pour nous était une enquête qui faisait beaucoup de sens parce que c'est une enquête qui est la voix de nos collaborateurs. On voulait que ça soit la voix de nos collaborateurs et pas un dossier que le management aurait choisi et puis qu'on va pitcher devant un jury ou un processus. Parce que pour nous, si on veut travailler la fierté et si on veut travailler ce côté, ce qui est propre à notre culture, d'implication, d'écoute et de focus sur l'humain, il était important que ça soit vraiment la voix de nos collaborateurs. Et donc, eh bien, on a participé à l'enquête Great Place to Work pour la première fois l'année dernière et on a décroché le label voilà, dans les 5 pays dans lesquels nous sommes présents du premier coup, sauf pour le Luxembourg qui y participait déjà, Securex Luxembourg y participait déjà, mais pour tous les autres pays, c'était la première fois et on a eu le label. Et donc cette année, on a remis ça et on a redécroché le label avec une progression aussi dans les scores. Donc voilà, un exemple concret de ce travail de culture et un des comportements qui était la fierté et des exemples d'actions concrètes. Donc, c'est vraiment génial ce que tu expliques. J'ai 2, 3 points sur lesquels j'aimerais revenir. Donc d'abord, effectivement, tout le monde, quand on parle de culture, y compris des invités à ce podcast, disent attention, c'est pas une question de posters et de slogans, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai qu'on peut considérer que la culture, ça peut se jouer à 3 niveaux. C'est la création d'une vision commune et d'un vocabulaire, et ça peut passer par des campagnes de communication. C'est important d'expliciter un certain nombre de choses, mais ça ne suffit pas. Et là, il y a beaucoup de monde qui est d'accord et qui est prêt à le faire et dira, tiens, voilà, donc c'est l'expression d'une ambition et d'une aspiration culturelle. Ensuite, et tu l'as dit, c'est adapter les comportements. Là, tout d'un coup, il y a un peu moins de monde, notamment quand c'est des comportements managériaux. Mais du coup, on va devoir faire le deuil de certains comportements et apprendre d'autres comportements. Là, on est déjà plus dans du changement. Mais quand on pousse un niveau plus loin, et là, il y a encore moins d'entreprises qui le font, c'est-à-dire, mais nos process, est-ce que nos process reflètent effectivement cette culture désirée? Et moi, je trouve ça très important parce que c'est là que ça se joue dans les entreprises. Si on comprend les process comme on a défini
les manières dont on va opérer le travail, ben c'est ça la culture, c'est la manière dont on travaille. Et donc s'il y a un disconnect entre nos déclarations, nos attentes de comportement, mais implicitement ce qui est attendu ou explicitement à travers des processus, il y a comme quelque chose qui est complètement incohérent. Et alors là, ça fait du mal, ça casse la Ouais. crédibilité de tous les étages précédents. Donc c'est très chouette les exemples que tu as donnés. Et dans l'exemple que tu as donné sur la fierté et le fait que vous poussez les gens à aller voir à l'extérieur, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on sait, si on s'intéresse un peu à la systémique, que le changement dans l'organisation se produit aux endroits où l'organisation rencontre son environnement. On ne change pas du cœur de l'organisation, on change à partir de la périphérie. Et donc pousser les gens à aller vers la périphérie, c'est-à-dire sortez de votre partie de l'organisation et aller au contact de l'environnement, je pense, c'est facteur d'innovation en réalité. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise de le faire. Il y a des gens qui sont plus timides, qui n'ont pas été habitués à ça, qui ne savent pas trop comment. Donc c'est chouette aussi que vous les accompagniez dans ce changement. Mais je trouve ça un magnifique exemple de programme culturel sérieux et profond hein, sur les trois niveaux. Et pour aller comme ça aussi vers l'extérieur, je trouve ça très très chouette. Sur Merci. le, oui, et sur le Great Place to Work, moi j'y vois une grande vertu, euh, c'est qu'on est très vite dans les sujets culturels et les sujets HR en général sur des opinions. Moi je trouve c'est bien, moi je trouve c'est pas bien. Il paraît que, on a entendu que, et donc il y a presque autant d'opinions que de personnes. Et parfois être capable de se confronter à une norme permet quelque part de dire on va arrêter des débats d'opinion, on accepte une norme comme étant quelque chose qui nous convient, et puis après on peut mesurer le gap par rapport à où on voudrait en être, et puis prendre des décisions, et donc ça met les choses en action. Et l'action c'est Ouais. important évidemment. Donc c'est chouette. Ouais. Et le fait que vous soyez dans 5 pays, ça Oui. signifie Oui, quelque oui, chose aussi. Waouh, très chouette. Euh, J'aimerais bien parler de leadership. On a déjà beaucoup parlé de oui. leadership et de ton leadership. Euh, je me rends compte qu'on est de plus en plus à l'aise dans les entreprises pour parler des erreurs. Et Mhm. je pense que ça vient du fait que on est conscient que si on veut évoluer, ben, il faut prendre des risques et que l'erreur et l'échec fait partie de ça. Je pense même qu'on peut dire qu'on apprend sans doute plus de nos échecs que de la prudence. Hein. Prudence ne nous apprend pas grand-chose, le fait de rester. Alors tu as parlé déjà d'audace, même de ton papa. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des échecs que tu as vécus dont tu t'es dit par la suite, tiens, mais ça s'est révélé formateur? Il y a certainement un échec de recrutement qui a été pour moi très très formateur. Il y a ouais, il y a quelques années où ça faisait longtemps qu'on cherchait, je devais assurer l'intérim, du coup je me sentais un peu bloquée, je pouvais pas passer dans mon autre rôle. Sur papier, tout semblait plus ou moins OK. C'est quelqu'un qui avait postulé pour un autre rôle et finalement ça s'était pas fait. Donc, allez, un peu, sans doute me voiler un peu la face en disant, bon, c'est OK, on peut avancer ici. Et il y avait pourtant quelque chose en moi, un tout petit quelque chose en moi qui me faisait dire que je pouvais pas objectiver vraiment à ce moment-là. Et finalement, ben oui, ça s'est pas très bien passé. Alors pas immédiatement, mais et finalement entre guillemets le prix à payer pour l'équipe et pour moi n'a pas été top. Donc euh, pour moi, ça a été formateur dans le sens chaque recrutement, là aussi c'est l'humilité quelque part, et on peut mettre des balises et on peut euh, mettre des choses en place que pour limiter les risques ou essayer de les détecter. Je ne suis pas une spécialiste du recrutement, mais j'en ai dans mon équipe et j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui le sont. Mais au final, je pense que ça reste quand même toujours aussi une question de tripes et de cœur à côté de tous des éléments objectifs etc. Euh, donc je reste humble quand il y a des discussions autour de engagé, pas engagé. Hein, oui, mais regarde ici, certains paramètres objectifs sont pas bons, mais etc. Et finalement, c'est aussi toujours un pari sur l'avenir et même avec tous les bons checks. C'est pas nécessairement, tout va pas se passer nécessairement de la bonne manière. Donc, garder là aussi une forme d'humilité, tout en étant, mais je pense que ouais, j'ai un profil plutôt ouvert, donc aller chercher
quelqu'un qui a fait exactement la même chose ailleurs et qui va répliquer ce qu'il a déjà fait exactement X années ailleurs, je pense, n'est pas nécessairement une excellente source d'innovation non plus. Donc, prendre un peu la tangente de temps en temps, oui, évidemment, pas complètement fou, mais ça peut être justement une source d'étincelle d'innovation et d'amélioration ou de cristallisation de certaines choses que d'aller chercher le confort intellectuel, finalement, de se dire, oups, là j'ai quelqu'un qui a fait la même chose ailleurs exactement et qui va pouvoir le faire. Donc, Tu sais que sur le recrutement, dans une première phase de ma carrière, j'avais 31 ans, j'ai rejoint le quartier général européen d'une société américaine qui était très, très exigeante au niveau recrutement. J'ai appris ça là. Et il y avait une habitude, quand un candidat venait, de les rencontrer plusieurs personnes, y compris des leaders qui n'étaient pas du département concerné. Et en fin de journée, on faisait un débrief. Donc, on se réunissait et on faisait un tour de parole. Tour à tour, les gens expliquaient leur opinion sur le candidat. Il y avait une grille assez normative. Et ils disaient à la fin, je recommande de l'engager ou je ne recommande pas de l'engager. Et il n'y avait pas vraiment de droit de veto, mais quand même, il y avait un grand respect pour les gens qui avaient donné de leur temps pour interviewer les candidats. Et s'ils disaient non, je pense qu'il ne faut pas l'engager, en général, c'était suivi. Alors, c'était des gens assez seniors, c'était un quartier général européen d'une boîte assez, avec assez bien d'ambition et de standards élevés. Et en fait, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait intervenir dans le processus quelqu'un qui n'avait pas la pression de remplir une fonction rapidement. Parce qu'il y avait du boulot, parce qu'il y avait toujours 36 raisons de dire, une petite chance de dire, bah, on va trouver des qualités à des gens qu'en fait ils n'ont pas, mais parce qu'il y a la pression de remplir une fonction. Et on disait toujours, on préfère qu'une fonction reste vide plus longtemps, on trouvera des solutions, on trouvera des solutions pour que ce travail soit fait, plutôt que mal la remplir. Et donc, il y avait là une exigence sur les fonctions, et notamment en faisant rentrer quelqu'un donc, qui n'avait pas cette pression. Et quand j'étais dans mon rôle de CHRO, moi, j'avais l'habitude de rencontrer toutes les personnes qu'on engage dans mon équipe. Or, je n'étais pas du tout un micromanager. Et à un moment, il y a un manager en équipe qui dit, mais enfin, Frédéric, toi, tu n'es pas du tout contrôlant et tout. Comment ça se fait que tu veux rencontrer toutes les personnes qu'on engage dans notre propre équipe RH? Pas toutes les personnes qu'on engageait dans la société, évidemment, mais pour ma propre équipe. Et je me suis rendu compte que c'était ça, c'était cette habitude que j'avais prise de dire, mais écoute, moi, j'ai moins que toi la pression de remplir la fonction avec quelqu'un en lui trouvant des qualités qu'il n'a pas. Hein. Et donc, par moment, je pose la question, je dis, est-ce que tu es certain que tu n'es pas occupé à prendre quelqu'un parce que tu as besoin de quelqu'un? Et plutôt que prendre quelqu'un parce que ce sera la bonne personne pour le rôle et le bon rôle pour la personne. Et plusieurs fois, je pense que ça nous a évité des problèmes parce qu'on sait en RH que quand on engage la mauvaise personne, c'est le début de beaucoup d'ennuis. Et quand on engage la bonne personne, c'est le début de beaucoup de choses sympas, beaucoup d'aventures. Donc c'est hyper important le processus de recrutement. Moi, je ne pense pas parce que je suis un RH, mais je pense que c'est peut-être le processus le plus important des sociétés. C'est la qualité du recrutement parce que c'est là que tout commence. Oui, c'est vrai. Oui. Et il y a quelques temps, quelques années, j'avais aussi des discussions parce que pour moi, la décision finale d'engager ou pas quelqu'un, pour moi, elle doit se faire sur base des différents inputs qu'on a, hein, le CV, les différentes interviews, éventuellement un assessment center, des tests, etc. Dans certains cas, par le passé, j'avais l'impression que parfois, l'assessment center, c'était, OK, si c'est positif, on l'engage, si c'est négatif, on l'engage pas. Alors que pour moi, de nouveau, c'est un élément dans un processus de recrutement et il faut regarder l'ensemble des paramètres. Et le résultat d'un assessment center n'est pas nécessairement non plus ce qui doit être le plus déterminant, qui parfois, par le passé, dans certaines situations, je trouvais, était pris un peu trop vite comme le parapluie sur lequel on disait « Ah non, l'assessment n'est pas bon, donc non, il ne faut pas l'engager ». Il y a 8-10 ans, je pense, j'avais aussi, je n'étais pas du tout en RH, mais j'avais engagé un collègue dont l'assessment center n'était pas terrible, mais pour moi, c'était quand même OK, vu les remarques qui étaient dans l'assessment center et de quoi on parlait, etc. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé et cette personne a vraiment bien performé et est restée de nombreuses années. Donc voilà, pour moi, c'était la preuve que c'est pas 1 plus 1 égale 2 nécessairement. C'est vrai que les théories modernes en HR disent c'est quand même le strength base maintenant qu'il faut rechercher, c'est de se dire on doit essayer de matcher les forces que les gens ont avec ce qu'on leur demande dans l'entreprise. Donc faire un assessment center, c'est pas de se dire est-ce que les gens sont bons dans tout,
mais c'est une manière de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas les surexposer à des choses qui seront très difficiles pour eux et pas très gratifiantes pour eux? Et est-ce qu'au contraire, on est en mesure d'utiliser au mieux leurs forces dans le rôle et dans l'entreprise? Je pense que c'est quand même avant tout à ça que ça sert en assessment center et pas de parapluie disant tant que c'est pas parfait, on n'engage pas. Je pense pas que c'est ça l'idée, effectivement. Ouais. Ouais. Et en plus, tout dépend quel est le contexte de l'équipe, quel est le leader, quel est le style de leader, enfin quels sont les points d'attention. Bref, le contexte peut aussi influer sur une telle décision. Mais donc, oui, ça reste passionnant en fait, hein, à chaque fois le recrutement. Là, Ouais. c'est chaque fois en plus la découverte d'une nouvelle personne et Ouais. nouvelles choses Ouais. à construire ensemble. Euh, Comment tu maintiens une hygiène de vie avec ton niveau de responsabilité? Tu es maman aussi. Comment tu arrives à gérer tout ça et à tenir dans la durée? Alors moi, une de mes recettes, c'est de pratiquer la légèreté. J'entends par là l'humour, relativiser, etc. Ceux qui me connaissent bien et me fréquentent au boulot pourront te le confirmer, mais oui, pour moi, c'est clairement un des moteurs qui fait de pouvoir garder un équilibre, même quand il y a beaucoup, même quand c'est parfois difficile, etc. C'est important de pouvoir mettre les choses en perspective, relativiser, prendre une bonne bouffée de rire, du comique, de situation ou autre. L'humour est clairement pour moi quelque chose d'important, que je lie aussi à pouvoir être authentique, hein, donc, et ne pas être un robot aseptisé, un leader, voilà, aseptisé. Donc ça, pour moi, c'est important. Autre recette qui fonctionne bien chez moi, c'est je dirais l'évasion, et elle peut prendre deux formes. Soit elle est à travers des histoires. En fait, je suis une grande lectrice, j'adore lire, surtout des romans, et donc tous les jours, avant d'aller dormir, je lis. Ça peut être un chapitre, pas plus, mais euh, c'est m'accrocher enfin m'accrocher, c'est des histoires, en fait, c'est m'immerger dans autre chose, et ça me permet vraiment de me déconnecter aussi par rapport au quotidien, au tout doux et autres. Donc les livres certainement, mais je suis aussi une fan de cinéma et de séries, etc. Donc c'est voilà, m'immerger dans des histoires, ça marche aussi. Et l'évasion par ailleurs, c'est l'évasion physique, c'est les voyages, les city trips, les escapades qui peuvent être très lointaines ou proches. Là, c'est pas, il n'y a pas un modèle, mais ça me ressource aussi toujours très fort. Bah, cette année, mes deux enfants étudient à l'étranger, bah, leur rendre visite chacun dans leur lieu de résidence. L'année passée, on est parti au Japon, ça c'était beaucoup plus lointain. Voilà, des choses qui aussi chaque fois me ressourcent. Mais le week-end dernier, c'était un week-end à la mer avec deux copines, et ça aussi c'est très bien. Donc c'est pour dire, ça ne doit pas toujours être très exotique ou lointain que pour que ça fonctionne. Tu as gardé un goût pour l'histoire? Amusant parce que quand je viens de t'expliquer, j'ai gardé un goût pour les histoires, mais pas Oui. spécialement pour l'histoire avec un grand H. Non, je suis pas, enfin, pas en train de lire ou de regarder plein de documentaires, etc. J'ai pas d'aversion non plus, hein, mais c'est pas spécialement une passion que je vis au quotidien. Par contre, je pense que ça a été extrêmement formateur que pour avoir cette approche multidisciplinaire des questions et des problèmes, pour avoir un regard plutôt multicausal sur les choses, pour avoir un esprit critique, hein, peu importe le sujet et la problématique. Capacité de synthèse aussi. Donc c'est plutôt le comment qui a certainement été très formateur. Ouais. Ah, oui, oui, chouette. Euh, à quoi tu fais attention chez le talent? Quand tu vois des gens, quand tu regardes comment fonctionnent des gens chez Securex, tu es attentive à quoi? Je pense que la capacité d'apprendre en continu, et elle peut prendre multiples formes, mais c'est quelque chose qui est devenu tellement déterminant aussi pour l'employabilité hein, de chacun et de chacune, de se dire, OK, la fonction, le métier que j'exerce aujourd'hui, demain, il va évoluer dans tous les coups, dans tous les cas, après-demain encore, peut-être que le jour d'après, ce métier n'existera plus ou totalement différemment.
combiné évidemment avec des nouveautés, des innovations qui arrivent. Donc, je pense que cette capacité au sens large à apprendre, à être curieux, à poser des questions, à être ouvert au changement, au feedback, à se remettre en question, sont à mon avis des clés de durabilité et d'employabilité individuelle et aussi du coup de talents qui vont pouvoir, peu importe le contexte, hein, qu'il soit porteur, positif, croissance, tout va bien, ou qu'il soit à l'autre extrême, crise, grande difficulté, etc. Ça va être, je pense, des personnalités qui ont ces compétences-là, qui vont aussi pouvoir tirer un groupe, tirer une entreprise vers le futur. Donc beaucoup de la curiosité, quoi, finalement. Tout- Oui, de la curiosité, et c'est aussi une forme de, je pense, de flexibilité, hein, ou d'agilité, ou d'ouverture d'esprit. On peut allez, on peut utiliser différents mots. Euh, Sans doute un peu le reflet des choses que moi-même je trouve importantes et qui biaisent sans doute un peu mon regard, mais au-delà de ça, je pense que on a besoin d'agents de changement, on a besoin de. J'entendais récemment quelqu'un dans notre équipe qui a commencé il y a quelques mois via l'organisation Ormit. Je ne sais pas si tu connais Non. Ormit, qui recrute des young graduates avec un processus de recrutement pas piqué des verres et qui les forme en fait pendant 2 ans, mais tout en les plaçant dans des entreprises où ils exercent des missions un peu comme des freelances, tu dirais, mais ils Ok. sont membres d'Ormit les 2 premières années de leur carrière et ils ont un coach chez Ormit et évidemment un référent là où ils font une mission. Ils ont aussi tous les mois une journée de formation dans des domaines vraiment très 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 divers. Et donc cette nouvelle collègue qui est là depuis le mois d'août pour quelques mois expliquait que lors de leur processus de recrutement, ils ont aussi un type d'assessment avec des jeux de rôle. En fait, ils jouent le jeu de rôle à plusieurs, ils terminent le jeu de rôle, on leur donne le feedback et immédiatement après, ils rejouent tous le jeu de rôle. Donc cette capacité à intégrer le feedback, mais immédiatement, euh, voilà, je trouve ça inspirant comme manière de voir quelle est la capacité d'intégrer le feedback et de se dire que oui, pour le feedback est un ingrédient tellement important dans tous les sens, hein, pas uniquement un feedback de leader à collaborateur, mais aussi entre collaborateurs, de collaborateur à leader, de pouvoir se dire les choses. Et donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant. C'est pas mal, hein, ça, ce que tu expliques là, sur le processus de recrutement, de se dire, montre-nous maintenant ta capacité à intégrer et refaire la même chose, mais en intégrant le feedback qu'on t'a donné. Je trouve ça pas mal, hein. Ne conteste pas la Oui, capacité de tout à bien fait. faire au premier coup, mais de corriger en fonction Voilà, d'observations qu'on a. voilà. Ouais. Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Quelles sont les tendances que tu suis en RH? Tu t'intéresses à quoi? Euh, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'ai la chance, hein, dans ma position, d'être invitée à des événements aussi avec du contenu. Je trouve que c'est toujours intéressant, notamment dans les événements où on voit à la fois des boîtes de consultance, hein, qui font des études, etc., mais aussi hein, confrontées avec des pratiques du terrain et des expériences de mes pairs dans d'autres entreprises, hein. C'est là aussi qu'on a de l'inspiration ou qu'on est rassuré sur le fait que finalement, hein, on n'est pas si mal loti quand on se rend compte aussi des problématiques. Il y a évidemment des sujets où je vais plus m'intéresser parce qu'elles sont sur notre roadmap, parce que nous avons des projets hein, en la matière ou parce que ce sont des domaines justement sur lesquels on veut travailler. Donc, parce que je pourrais aller toutes les semaines à des tas de sessions et d'événements et il faut parfois faire des choix. Donc ça guide certainement mes choix hein, en fonction de nos propres projets stratégiques ou de nos propres ambitions. Là, par exemple, un des sujets sur lesquels on travaille, c'est tout ce qui est les compétences les organisations plutôt basées sur les compétences, etc. et comment évoluer là-dedans. Un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intelligence artificielle. Alors, à 2 niveaux, évidemment. Hein. D'abord, pour nos métiers RH,
hein, pour quel type de use case, pour faire quoi, où est-ce qu'on pourrait augmenter la valeur qu'on apporte ou gagner en productivité, ou etc. Mais le deuxième niveau, c'est évidemment avec une workforce qui va être de plus en plus à utiliser l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on gère une workforce, comment est-ce qu'on fait du talent management d'une telle workforce, comment est-ce qu'on facilite les choses, comment est-ce qu'on supporte, quelle est notre vision. Et donc là, on a par exemple lancé aussi notre programme de développement pour nos hauts potentiels. Et ils vont avoir aussi une expérimentation avec l'intelligence artificielle. Donc, ils vont avoir accès à des outils qu'on n'a pas encore donnés à tout le monde. Et ils vont pouvoir explorer d'abord à un niveau individuel dans leur propre fonction actuelle en se disant, tiens, comment ça pourrait m'aider dans ma fonction de nouveau pour apporter plus de valeur, qu'est-ce qui pourrait être réplicable dans mon département, dans mon équipe, etc. Mais ils vont aussi explorer collectivement dans des groupes multidisciplinaires sur certains use cases en disant, tiens, si on prend par exemple le rôle de leader, dans quelle mesure est-ce que le rôle de leader plus l'AI, qu'est-ce que ça pourrait devenir, comment est-ce que ça pourrait être, ou le rôle de project manager, ou le rôle d'expert, ou le rôle, etc. Et donc là, on a un groupe en fait assez transversal qui va sans doute nous donner énormément de leçons et d'inspiration que pour pouvoir accélérer le mouvement dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc ça, c'est aussi un sujet évidemment qui m'intéresse. Et puis globalement, oui, la gestion des talents et l'évolution dans la gestion des talents. Mais je dois dire que les sujets sont souvent quand même liés aux problématiques ou aux questions ou aux projets ou aux idées ou aux réflexions qu'on a. Il y a quelques temps d'ici, on a été énormément occupé avec la gestion de l'absentéisme, par exemple, surtout l'absentéisme moyen. Et donc là, on a revu notre politique, etc. Donc là aussi, aller chercher de l'inspiration, c'était intéressant. Là, maintenant, la situation s'est bien améliorée. Donc voilà, c'est moins un sujet, même si le gouvernement nous remet évidemment le sujet aussi Oui, dans l'actualité. oui, oui, oui. Parlant d'absentéisme, qu'est-ce que tu observes, toi, comme tendance? Que je sais que Sécurex s'intéresse très fort à ce sujet. Oui. Euh, Quelles sont tes réflexions personnelles sur les problématiques d'absentéisme? Alors, mes réflexions personnelles. D'une part, moi, je suis convaincue que c'est toujours une responsabilité partagée. On a parfois des discussions en disant c'est la responsabilité entière et unique de l'employeur ou entière et unique du collaborateur. Pour moi, c'est toujours un contexte, un contexte aussi qui n'est pas uniquement professionnel. Je pense que nos vies individuelles sont pas simples en termes de, si on pense, si on parle mobilité, si on parle information, si on parle gestion vie privée, vie professionnelle, si on parle anxiété généralisée sur tous les plans. Franchement, voilà, la santé, prendre soin de sa santé mentale devient une tâche, enfin devient quelque chose dont il faut s'occuper et pas quelque chose qui va se faire par ailleurs. Donc, prendre ça personnellement en main, identifier qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pas pour moi, comment j'identifie les signes précurseurs de stress, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. C'est aussi une responsabilité individuelle. Et donc, ça veut dire que, en tant que collaborateur, en tant que personne, d'être attentif à ses propres triggers, à ses propres signaux, à ses propres mécanismes. Quelque part, la question que tu m'as posée, comment est-ce que moi, je maintiens l'équilibre, etc. Mais chacun doit pouvoir identifier ça pour soi-même et ça peut évoluer. C'est pas parce que quelque chose a fonctionné un temps qu'il va fonctionner pour toujours ou réciproquement. C'est donc de nouveau une question d'explorer, d'essayer. Et en fait, nous, il y a 2 ans, on a investi dans 2 care coachs. C'était 2 personnes dédiées à disposition des collaborateurs et des leaders pour sensibiliser plutôt sur le côté prévention et de dire voilà, il ne faut pas attendre d'être trop loin et du coup d'être absent de moyenne ou longue durée que pour pouvoir déjà entamer des choses. Et en fait, on avait pas mal de choses mises en place une fois que les personnes étaient absentes, mais on avait un peu trop peu
en prévention. Et donc, on a beaucoup investi là-dessus, notamment sur, il faut pouvoir se parler de ça. C'est un sujet dont on peut se parler en équipe, avec son leader, avec un collègue. On doit être attentif aux signaux, d'abord pour soi-même, mais aussi si, voilà, si on a des collègues qu'on sent qui sont sur la mauvaise pente, il faut pouvoir aussi parler de ça, adresser ça. Et donc, on a mis le paquet sur ce côté sensibilisation, prévention de manière collective. Il y a eu aussi des formations, par exemple, pour tous les leaders qui avaient des départements dans lesquels l'absentéisme était plus élevé que la moyenne. Des formations là plutôt obligatoires. Et puis, il y a eu des formations ouvertes aux collaborateurs, mais aussi des consultations, des sessions de coaching individuelles pour les Donc collaborateurs. les gens Les peuvent leaders. prendre rendez-vous avec un KEF coach s'ils en ressentent Voilà, le voilà, besoin. voilà. Ouais, Hein? pouvait, hein. On a fait ça pendant un an et Oui. demi, 2 ans, et maintenant, pour nous, on a mis tout ça en place, et le leader est maintenant le référent aussi pour ces sujets-là. Mais on a d'abord veillé à ce que les leaders et l'organisation, etc., soient préparés. Donc, c'était pour créer un Euh, mouvement, c'est ça? C'était pour mettre quelque chose en route, oui, oui, l'organisation. Ah oui, oui. Tu as pu oui. mesurer le return on investment? Tu as vu des Oui, et en fait, indicateurs diminuer? on a vu, non, enfin, la problématique qu'on avait il y a 3 ans, c'était que notre absentéisme de moyenne durée, hein, donc de plus d'un mois et de moins de 12 mois, était au-dessus du benchmark, alors que notre absentéisme de longue durée et de courte durée était en dessous du benchmark. Et donc, on a commencé à analyser en cherchant est-ce qu'il y a un fil rouge dans la démographie de ce groupe, est-ce que ce sont des gens qui sont en contact clientèle, ou des leaders, ou des femmes, ou des hommes, ou des plus âgés, ou des plus jeunes, ou plus d'ancienneté, moins d'ancienneté. Et il n'y avait absolument rien comme fil rouge à trouver dans tous ces paramètres démographiques et caractéristiques. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, voilà, ça n'était pas aussi simple que de dire, ah oui, les gens qui sont dans telle fonction ou dans tel rôle ou qui ont dans telle catégorie d'âge sont plus à risque. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'entamer une campagne, un programme qui balayait l'ensemble de l'organisation en se disant non, on ne peut pas identifier les personnes à risque et travailler uniquement sur ces groupes-là. Et on a donc choisi de sensibiliser et de travailler sur la prévention pour l'ensemble de l'entreprise. Ah, chouette, chouette, chouette. Et donc, vous avez par contre réintégré ces rôles-là alors dans les fonctions des managers. Donc, vous n'avez plus les Oui, KEF coach. non, en effet. Notre modèle, c'est que le leader, il est le point de contact pour tous les sujets RH pour l'ensemble de ses collaborateurs, hein, et RH n'est pas en première ligne. Et donc, il était logique que aussi pour ce sujet-là, nos leaders puissent le gérer. Mais pour ça, il fallait évidemment d'abord passer par une sensibilisation, une information, une formation, etc. Ça ne veut pas dire qu'un leader ne peut pas faire appel à RH dans des situations un peu Évidemment. extrêmes ou compliquées. Ça ne veut pas dire que nos HRBP, dans des départements où il y en a encore l'un ou l'autre, où il y a un taux d'absentéisme fort élevé, et que là, il n'y a pas des plans ou des mesures spécifiques qui sont prises avec RH dans tel ou tel département. Mais globalement, voilà, on considère que c'est la responsabilité d'abord individuelle et évidemment du leader d'encadrer aussi le contexte de travail, de créer aussi un environnement de travail dans lequel les choses sont gérables. Oui, oui, oui. On va tout doucement arriver à la conclusion de ce podcast. C'est passionnant. On pourrait continuer, je pense, encore Ouais. longtemps. Est-ce qu'il y a un message que tu auras envie de transmettre aux personnes qui suivent le podcast? Ah, ben, je vais rebondir sur ce que j'ai dit, je pense, au début, hein, en disant on n'est jamais fini dans sa carrière professionnelle, et on peut se réorienter, évoluer, se réinventer. En tout cas, c'est la vision optimiste que moi j'ai de chacun. Et j'ai vu de beaux exemples aussi chez Securex de personnes qui sont plutôt considérées comme en fin de carrière et qui voilà, redécouvrent un nouveau métier ou changent complètement de département. C'est possible, hein, donc, et comme nous serons tous amenés à travailler plus longtemps que par le passé, c'est plutôt optimiste et positif, je pense, que de se dire il y a encore moyen de découvrir de nouveaux domaines ou de nouvelles choses jusqu'à la fin de sa carrière, et il n'y en a pas une date de péremption à partir d'un certain âge. Si tu devais bénéficier d'un voyage dans le temps et que tu pouvais rencontrer la Joëlle
l'historienne là, qui commence sa carrière chez IBM, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui donnerais comme conseil, je lui dirais que elle va rencontrer des collègues et dans le cadre professionnel au sens large, pas que des collègues, mais des personnes qui vont être terriblement marquantes, inspirantes, euh, et avec lesquelles elle va vivre des choses euh, extraordinaires ou spéciales ou des moments marquants. Et, euh, et qu'elle doit leur dire à ces gens-là, parce que ces choses-là, ça s'arrête, hein, ça change, ça évolue, les gens changent de fonction, d'entreprise, partent à la pension, à l'étranger, que sais-je. Et c'est finalement quand c'est derrière soi qu'on se rend compte à quel point c'était précieux. Et donc le conseil, ce serait de dire, ouais, ces moments précieux, dis-le ou dis-le à ces gens-là. Chouette. Merci pour cette conclusion, Joël. C'était très chouette. Ça t'a plu comme exercice? Mais c'est avec plaisir, sous ta guidance, Frédéric. Et en effet, j'ai l'impression qu'on aurait pu encore continuer un petit temps. Donc, Très chouette. Merci merci pour pour l'invitation, en tout cas. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.